Dernière vidéo de cette fichue saison 2024-2025. Et pour cette dernière, on a décidé de boucler la boucle après avoir fait le bilan de la saison, celui des joueurs. On va analyser maintenant la saison du coach avec quelqu'un qui connaît bien Amorim, puisque c'est lui qui nous l'avait présenté quand il avait signé à Manchester United en milieu de saison. Et voilà, donc il va faire avec nous ce bilan. Alexandre, merci à toi de venir. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton avis sur cette deuxième phase du plan Amorim avec le recrutement, la pré-saison qui va être tout comme il veut. Donc merci à toi d'être venu. Salut. Salut tout le monde, bonjour à toi, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir Avec de, grand plaisir. de parler foot et voilà, donc, si je peux aider, si je peux parler foot avec toi, c'est toujours un plaisir. Bon, ça avait été très éclairant pour nous la première fois et c'est en plus des choses qu'on a pu avoir en tête dans la saison, tu vois, les choses qu'on savait sur lui, sur la façon dont il construisait son équipe et tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas hésité à te demander. Donc voilà, commençons tout de suite ce bilan. Dès que vous serez abonné, que vous l'aurez liké, que vous aurez dit en commentaire, est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste, et éventuellement aussi si Alexandre vous a convaincu de changer, d'être devenu pessimiste ou d'être devenu optimiste. Dites-nous. Après, même s'il est là pour donner des faits, pas pour vous convaincre, mais dites-nous ce que vous en Exactement. avez pensé, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors, commençons avec le plus douloureux, le bilan, le bilan de ces six derniers mois. Manchester United, sous la direction de Ruben Amorim, c'est 15e de Première Ligue. Pire classement final, évidemment. La dernière fois, c'était 8e, mais c'était l'année dernière. Donc bon, certains y verront une continuité. Plus grand nombre de défaites, 14 défaites en championnat. Pire différence de but, on finit à moins je sais plus combien, et plus grand nombre de buts encaissés, avec 58 buts pris sur 38 matchs. Alors, Alexandre, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que la marche pour Amorim n'était pas un peu trop haute, la marche Manchester United? Non, je pense pas. Je pense pas parce que ça faisait déjà 4 ans ça faisait 4 ans qu'il était au Portugal. On sentait déjà que depuis un an ou deux, il avait fait le tour, que le Portugal devenait beaucoup trop petit pour lui, que voilà, il avait besoin d'un nouveau challenge. Donc, je pense pas que Manchester soit trop grand pour lui. Je pense que juste que le défi, je pense qu'il s'attendait pas à un club aussi, comment dire, désolé du terme, aussi bourbier, on va dire. Voilà, je pense qu'il s'attendait quand même à des constructions un peu plus saines. Et je pense que voilà, je pense qu'il avait fait son audit avant de venir, bien évidemment. Il s'attendait aussi forcément à une reconstruction, pardon, et au fait de devoir changer beaucoup de choses au sein du club. Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à autant de choses à changer. Je pense que Ronaldo en avait parlé aussi à l'époque sur une interview, qu'il parlait même de la salle de sport à refaire, etc. Enfin, je pense que Manchester aujourd'hui n'a pas évolué depuis beaucoup trop d'années. Et peut-être qu'Amorim ne s'attendait pas à tout ça. Maintenant que le fait que ce soit trop gros, non, je pense pas. Je pense que c'est le projet, on va dire, idéal pour lui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pris en cours de saison, pour justement faire un audit en interne, voir ce qu'il y avait à changer, à améliorer, à garder. Et justement, c'est les 7-8 mois qu'il a vécu ici à United et qui, voilà, je pense qu'il a vraiment pu faire son audit pour justement l'année prochaine être le plus compétitif possible. Ok. Après, évidemment, quand je parle de marche trop haute, c'est pas la grandeur du club, c'est plus surtout l'ampleur du travail qu'il y a à faire à Manchester Ouais, United. je crois qu'il a dit dans une interview qu'il s'attendait pas à autant d'ampleur de travail. Je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça. Maintenant, je pense que quand il arrive au Sporting, alors bien évidemment, je ne compare pas le Sporting et Manchester United, loin de là, mais l'ampleur du travail était quasiment la même. Il arrive au Sporting, le club n'a plus rien gagné depuis 19 ans, enfin n'a pas gagné le titre depuis 19 ans. C'est simple, le président du Sporting met 10 millions sur lui, c'est en quelque sorte qui te double, quoi. C'est soit ça marche, soit les Sporting, je dis pas qu'ils déposent les bilans, mais le Sporting coule totalement si le pari Amorim ne marche pas. Donc on est sur un club au Sporting qui était vraiment pas bien financièrement. Sportivement, c'était compliqué. En interne, c'était très très compliqué avec notamment les histoires où les joueurs, les supporters étaient venus frapper les joueurs. Enfin, c'était un club qui était vraiment dans un gouffre qui était vraiment profond.
Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je retrouve beaucoup de similarités entre le Sporting où il arrive et le Manchester actuel. Donc non, je pense pas que la marche soit trop haute ou que je pense que voilà, ouais, effectivement, il s'attendait peut-être à moins de galères, on va dire, mais je pense qu'il est prêt, parce qu'il a déjà vécu la même situation au Sporting. Encore une fois, c'est pas la même chose, c'est pas la même aura, mais je pense que, ouais, il a déjà connu ça, donc le travail reste le même en quelque sorte, que tu sois au Mhm. Sporting ou à Manchester. Donc voilà, je pense qu'il connaît ça et qu'il va réussir à s'en sortir. Il a dit quelque chose après son deuxième, troisième match. Après deux belles victoires, dont une à Everton où on a été incroyable dans le jeu. Il a été impressionnant de lucidité en disant bah, la tempête arrive. Mmh. Derrière ça, ça a été une galère sans nom. Juste après ce match, on est tombé dans un truc de fou. Et du coup, on retrouve un peu ce que tu nous as dit quand il est arrivé sur le monstre de communication que c'est. Ça. On est un peu plus optimiste puisqu'il a su nous dire, les gars, vous n'avez pas encore assez galéré. Et bah là, en fin de saison, il nous dit bah, je vous ai dit que vous n'aviez pas assez galéré. Maintenant, je vous le dis, vous avez assez galéré. Les bons moments arrivent. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut rassurer. On a en tout cas envie de croire en sa communication. Et moi, personnellement, je suis assez client de ce qu'il dit. Enfin, je pense clairement qu'il a raison et qu'avec avec ce qu'il va entreprendre, ça va finir par porter ses fruits. Euh, et toi, est-ce que, du coup, par exemple, sur la communication, c'est quelque chose qui s'est vérifié, mais est-ce que sur d'autres aspects dans le jeu, dans la tactique, dans son management, est-ce que tu l'as reconnu cette saison quand tu l'as vu à Manchester United, ou est-ce que les bases étaient vraiment trop pourries avec des joueurs qui n'étaient pas adaptés du tout, avec une équipe en reconstruction, même dans les coulisses, hein, il y a des licenciements, l'ambiance est pourrie à cause de ça, puisqu'il y a plein de gens qui perdent leur boulot aussi. Les joueurs sont forcément pas tous des monstres de travail. Donc, toi, est-ce que dans son rapport aux joueurs, dans le coaching, dans la tactique, tout ça, tu l'as reconnu? Ouais, ouais, assez quand même. Alors, dans le jeu, pas du tout, hein, parce que quand tu prends son Sporting là, avant qu'il parte et quand tu vois son équipe aujourd'hui à United, c'est pas du tout le même. Mais bon, pas étonné. Je suis pas étonné. C'est une équipe qu'il a pas choisie, on va pas se mentir. C'est un effectif qui a été construit par son prédécesseur. Je pense que lui, il arrive, je pense à mon avis, hein, s'il peut jeter la moitié des joueurs, il le fera. Donc, non, non, en termes de jeu, je le reconnais pas du tout. Maintenant, en termes de communication et de management, oui, totalement, totalement. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à trancher. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à être transparent dans sa communication avec les joueurs et avec les supporters. Donc, notamment ce qu'il a dit à Garnacho, ça m'étonne pas du tout. Et il avait fait la même chose un peu avec Slimani, avec Jérémy Mathieu. Voilà, des joueurs C'est exactement ça qu'on m'a dit en commentaire. On m'a dit, voilà, on ouais, m'a dit ça ressemble fortement à ce qu'il a fait avec exactement. Slimani et Mathieu, les mêmes exemples. Ouais. Si tu ne le suis pas, bah, il va te rentrer dedans. Et par contre, voilà, c'est un entraîneur qui est très très proche de ses joueurs. C'est limite un ami avec des joueurs. Par contre, voilà, quand tu fais pas ce qu'il demande, quand sur le plan professionnel tu n'es pas dedans, bah, il va pas hésiter à t'allumer devant tout le monde. Et voilà, donc moi je trouve que son management est exactement le même. La façon dont il est, c'est exactement le même. Alors j'ai vu quelques commentaires passer sur Twitter que depuis qu'il avait signé à United, il avait pris la grosse tête, qu'il avait pété un plomb. Je trouve pas du tout. Je trouve que c'est le même. Je trouve que voilà, j'ai lu toutes ses interviews. Pour moi, c'est exactement la même communication. C'est exactement le même bonhomme. Pareil sur les matchs. Voilà, il y a juste un peu sur sa finale où je pense qu'il s'est trompé un peu sur l'aspect, on va dire, au niveau des remplacements. Je pense qu'il a réagi beaucoup trop tard. Après, je sais que c'est un entraîneur qui a besoin de progresser encore un peu là-dessus. Au Sporting, c'était pas un monstre de lecture de jeu pendant le match. Parfois, là, il avait une lecture pendant le match qui était un peu moyenne. C'est pas ses changements qui bouleversaient la partie, on va dire. Mm. C'est un garçon qui est très très fort pour préparer les matchs, etc. Mais pendant les matchs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, non, non, moi je pense on a retrouvé le même Morin. Je pense que c'est tout, que juste les bases étaient pourries, c'est tout simplement. Je pense que, encore une fois, là, sur les 23-24 joueurs de l'effectif, s'il peut en jeter les trois quarts, il le fera avec plaisir parce qu'il n'y en a aucun qui correspond à son modèle de professionnalisme, de son modèle de jeu, à comment il veut jouer, à comment un joueur doit s'investir dans un club.
Aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout un effectif qui est pour Ruben Amorim. Donc voilà, après je pense que justement, encore une fois, il est arrivé, très tôt dans la saison pour justement préparer la saison prochaine. C'est pour ça que voilà, je voyais des défaites, je voyais tout, mais j'étais jamais inquiet. Je me disais: «Bon, bah, c'est juste la chose normale». Au Sporting, c'était la même chose. Au Sporting, quand il arrive, on est en janvier 2020, bah, il fait une deuxième partie de saison qui n'est pas bonne. En réalité, il arrive, je crois que le club est troisième, ils finissent quatrième, ils perdent le podium. Son équipe n'est pas bonne à voir jouer, enfin, tu sens voilà tu sens que c'est pas ton effectif, mais qu'il est en train de préparer les bases. Il est en train de préparer les bases pour l'année d'après et l'année d'après, les champions du Portugal. Alors attention, je ne dis pas que Manchester va être champion d'Angleterre l'année prochaine, loin de là, parce que c'est pas la même compétitivité. Mais je pense que Manchester fera une bien, enfin, ce sera pas compliqué d'ailleurs de faire une meilleure saison, mais je pense que Manchester fera une saison qui est plus, comment dire, en relation avec ce que Manchester United doit faire. Justement, pour moi, il a préparé sa saison, là, il a fait ce qu'il avait à faire sur ces 8 mois, il a vu, il a fait son audit, et je pense que l'année prochaine, ça sera bien mieux. Ok, on a, euh, on a beaucoup de critiques par rapport à son système. Beaucoup pensent que il est beaucoup trop rigide dans son système. Est-ce que tu penses que il aurait dû s'adapter en attendant d'avoir ses joueurs? Parce que beaucoup de gens disent ça, que bon bah il aurait dû passer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, enfin bon bref comme on veut, avec justement plus utiliser les ailiers puisqu'on a des ailiers et revenir à son truc quand il aurait ses joueurs. Ouf, oui et non, parce que s'il s'adapte, ça fait il aurait perdu 6 mois encore. Alors que là, le fait que vraiment on a posé ses idées, aujourd'hui, le groupe qui partira avec lui l'année prochaine, parce que malheureusement, Manchester ne va pas pouvoir tout changer en un été. Les joueurs seront prêts au mois d'août parce qu'ils ont déjà vécu de 8 mois de comment on doit jouer avec Ruben Amorim. S'il serait Mm. adapté, c'est-à-dire quand, il aurait dû, comment dire, mettre en place vraiment ce qu'il veut à la préparation en juillet et tu prépares pas une saison malheureusement en un mois. Donc voilà, je pense qu'il a imposé ses idées justement pour arriver l'année prochaine et que les joueurs, se soient totalement adaptés à son modèle de jeu et à son modèle tactique et en plus de toute façon, il ne changera pas, il ne changera jamais. Il a commencé avec son 3-4-3 et il finira avec son 3-4-3. Après ça reste un 3-4-3 qui est assez modulable. Le système reste le même, mais tu peux changer les joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, en piston, tu peux avoir Dalot, mais rien ne l'empêchera plus tard de peut-être mettre, je sais pas, Amad Diallo ou un joueur un peu plus de profil ailier et ça Il l'a sera un fait piston plusieurs quoi qu'il fois. arrive. Voilà, c'est-à-dire que je me rappelle que voilà, quand il arrive au Sporting, bah, et ses pistons étaient des anciens latéraux et au final, au fur et à mesure, il a commencé à mettre des vrais ailiers avec, Kenda, avec, Katamo et cetera. Donc finalement sur le système, moi, c'est pas ça qui m'importe le plus, c'est vraiment les joueurs qu'il aura et justement, de ce qu'il va faire ensuite de ces joueurs parce que le système, bon, ça reste modulable, hein, ça reste, en vrai, c'est sur le papier. Après, sur le terrain, tu as beaucoup de mouvements, tu as beaucoup de permutations. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas la même chose si tu mets un piston qui est latéral et un piston qui est ailier, ça va pas être la même chose offensivement parlant. Donc non, non, là-dessus, je pense qu'il a bien fait de rester têtu, pour justement pour préparer la saison prochaine. Maintenant, si la saison qui arrive, on voit sur, je sais pas moi, sur les 5-6 premiers matchs qu'encore une fois, ça fonctionne pas, là, je pense qu'effectivement, il faut pas rester borné. Il faut voir que vraiment, bon, l'effectif n'y arrive pas, malgré même avec 7-8 mois de préparation, ils n'y arrivent pas. Bon, là, essaye quand même de préparer un plan B, parce qu'un entraîneur doit toujours avoir un plan B sur le mois. Mais je pense que la saison, en fait, où il arrive, pour moi, la saison, je dirais pas qu'elle est finie, mais elle est très très compliquée. On savait tous qu'il allait pas jouer le titre en arrivant. Alors, Mhm. est-ce qu'on savait qu'il allait finir aussi mal? Je pense pas non plus, mais je pense que quand il arrive, il se dit que la saison bon, elle est entamée, l'effectif c'est pas son effectif. Il sait très bien les problèmes qu'il y a, donc il s'est dit voilà, je vais préparer ça. Je vais me servir de ces 6-7 mois pour préparer la saison prochaine et la saison prochaine on verra. Je, je pense, moi, que dans l'étendue du travail qu'il attendait et dans les choses qu'il n'avait peut-être pas anticipées, c'est à quel point les joueurs. J'ai pas encore envie de les faire passer pour des petits cons ou ou des feignants ou quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est pas assez constructif de juste se dire c'est des nulos tous et tout ça, machin, mais à quel point ils ont intégré cette culture de perdre des matchs facilement, de pas se relever, d'accepter et il y a un article dans The Athletic qui est sorti il y a pas très longtemps qui est allé dans les coulisses de cette saison et qui nous Mmh. raconte que il a pété un écran qui servait pour la tactique en balançant un truc de boisson dessus parce que le match d'avant, il s'était presque mis à genoux
pour supplier ses joueurs de comprendre un petit peu la gravité de la situation. Et que, en fait, les choses n'avaient pas changé et que ça l'avait rendu fou, en fait, du coup. Et qu'il a essayé plein de tons différents, amical, énervé, presque de les supplier, et que ça n'a pas bougé, quoi. Et c'est quelque chose, en plus, qu'on a vu plusieurs fois dans les joueurs qui arrivent, qui sont incroyables, et qui, petit à petit, finissent par rentrer dans ce moule. Enfin, je veux dire, Casemiro, euh, pendant plusieurs mois, on ne l'a pas reconnu. Je pense qu'il s'est bien retrouvé avec Amorim, et je pense que Amorim a su comment travailler avec lui, donc c'est une bonne chose. Mais Casemiro, quand Amorim arrive, et même plusieurs mois, pendant peut-être 4 ou 5 mois après l'arrivée d'Amorim, on ne le reconnaît plus. Mmh. Il donne des ballons facilement, on ne voit plus la combativité qu'il peut avoir, alors que c'est un mec qui a gagné 5 fois la Ligue des Champions, qui a appris à détester la défaite, à ne pas accepter de perdre, quoi. Mazraoui qui arrive et qui est excellent, finit par pareil, rentrer dans le moule un petit peu. Enfin voilà, on a toujours, et ça c'est récurrent depuis des années, où les joueurs arrivent, sont excellents parce que justement ils ne sont pas dans ce truc-là, et finissent petit à petit à rentrer dans le rang et à devenir aussi irréguliers, aussi peu concentrés que les autres, quoi. Ouais, Donc, en fait, c'est logique, quand tu arrives dans un club où, tu sais, tout est sombre, il y a un gros manque de confiance, il y a un grand manque de professionnalisme. Le joueur, même s'il arrive, il est rayonnant au début parce qu'il va rester un peu sur ce qu'il avait fait auparavant, mais quand il arrive et que sur, 2, 3, 4 mois, il voit qu'il y a ce truc voilà, qui n'est pas bon, c'est un truc qui est une sorte d'aura qui est néfaste. Inconsciemment, le joueur va faire de même, en fait. Il va pas réussir mmh, à élever son niveau parce qu'il y a trop de choses qui sont pourries dedans. Donc et vice versa, hein, quand tu arrives dans un club où tout rayonne et qu'un entraîneur qui est là, qui a déjà ses idées en place, qui a depuis longtemps, que le club fonctionne bien, qui a un club qui est bien structuré, et cetera, le club, si le joueur, s'il est moyen bon, il suffit qu'il passe 3, 4 mois dans ce club où tout marche bien, il va devenir très bon. Parce que mmh, voilà, il sera dans une atmosphère qui sera positive. Malheureusement, là, à Manchester, il y a tellement une atmosphère négative qu'en fait, tu pourras mettre qui tu veux, ça ne marchera pas. Tu peux mettre le meilleur joueur du monde, au bout de 3, 4 mois, il sera un joueur moyen parce qu'il y a une atmosphère qui est catastrophique. Maintenant, je pense que, voilà, comment dire? C'est pas définitif. Manchester va bien revenir à un moment ou à un autre. Mais voilà, vous avez mangé votre pain noir, vous avez souffert. Il faut prendre du temps. Le football, malheureusement, mais ça, c'est les supporters qui ont du mal à le comprendre. C'est beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Je pense que je suis bien placé pour le parler en étant supporter du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de résilience. Faire confiance aux professionnels. Et aux professionnels qui travaillent, parce que tu as beaucoup de gens qui sont dans des clubs, mais qui sont juste des fonctionnaires du football, malheureusement. Et là, moi, alors encore une fois, c'est pas par chauvinisme ou quoi. Je sais que voilà, Ruben Amorim est un mordu de travail, c'est un homme compétent. Alors, est-ce qu'il va réussir à Manchester? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Mais en tout cas, je pense qu'il fera tout, tout, tout pour remettre ce club dans le droit chemin. Mais ça passera pas que par lui, ça passera par le club entier, en fait. mmh. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Manchester, il y a les meilleurs, hein, Mourinho, Van Gaal, et cetera. Enfin, Mourinho, quand même, a fait du bon boulot, je trouve, à Manchester, mais beaucoup se sont cassés les dents parce que, voilà, l'entraîneur a beau être très bon, si derrière, au-dessus, ils le suivent pas, ça marche pas, ça travaille pas bien, tu peux mettre le meilleur entraîneur du monde, ça marchera pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est mis en place à Manchester. Je pense que même la direction essaye de faire du bon travail et ils ont compris un peu les problématiques de ce club-là. Donc voilà, ça prendra du temps. C'est pour ça que je suis bien content que Ruben Amorim continue l'année prochaine. J'avais peur qu'il fasse l'erreur de le virer. Mais non, ils lui donnent encore du temps, alors qu'il a fait une saison catastrophique, hein, on va pas se mentir. Le bilan est catastrophique. Beaucoup de clubs auraient pété des plombs et l'auraient viré à la fin de saison. Là, non, je pense que le fait qu'ils le gardent, c'est quand même un signe positif. C'est qu'ils ont confiance en son travail, c'est qu'ils veulent vraiment travailler sur le long terme. Et moi, il n'y a que le long terme qui paye, en fait. Donc voilà, il faut lui faire confiance. La saison prochaine, je ne sais pas comment va se passer. Mais voilà, même si l'année prochaine, je ne sais pas si ça ne joue pas le titre, il ne faudra pas le virer ou autre. Non, l'année prochaine, Mmh. il a jouer au moins le podium, au moins le top 4. Et voilà, et au fur et à mesure, ça va comme Arsenal à peu près. Voilà, faut prendre le temps, tout simplement. Moi, j'ai dit un top 6, voire 7 avec du jeu. S'il décide d'être pragmatique, je lui pardonnerai pas d'être hors top 4. Mmh. Si il produit du jeu et que ça va bien, je pense que je peux accepter un top 7 en l'ayant toujours à l'œil, en me disant, bon,
c'était pas mal cette saison, mais l'année prochaine, il va falloir passer un palier. Mhm. C'est comme ça que je vois, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos sur la saison à venir. Mais voilà, et du coup, il y a un autre, ça va avec ce que tu disais sur le fait que le club lui fait confiance. La phase où il vient et il dit à Garnacho, toi, tu as intérêt de trouver un autre club, c'est juste après avoir été au conseil d'administration du club. C'est-à-dire, je pense qu'ils lui ont dit qu'il a les pleins pouvoirs et qu'il fait ce qu'il veut. Enfin, il a vraiment rien dit après la finale perdue, où je suis d'accord avec toi, il est passé complètement à côté de sa finale. Je vais, je vais très rarement donner comment dire, la responsabilité des défaites. Il y en a quelques-unes où j'ai pas aimé. Je pense que c'est un peu le genre de. C'est un peu le genre c'est un peu un des seuls reproches que je lui fais vraiment. C'est que, mais qu'en même temps, je le comprends, c'est qu'il a un peu trop vite perdu confiance en son effectif. Je le comprends, mais en même temps, ça se ressent trop. Et c'est-à-dire que sur certains matchs, tu vois que bah, perdre 1 ou 2-0, il s'en contente et je pense qu'il peut envoyer le mauvais message à ses joueurs. Par exemple, sur la finale, pour en reparler, contre Tottenham, on n'était clairement pas bon. Tottenham était clairement pas bon. Et je pense que s'il avait abordé ce match avec un petit peu plus d'optimisme, et bah, peut-être que les joueurs l'auraient ressenti et ils auraient peut-être essayé ils seraient peut-être allés chercher un résultat. Là, on a une équipe qui presque, bon, bah, on a perdu que 1-0, c'est bon. Mhm. On perd la finale, ok, mais on n'en a pas pris 4, donc ça va. Après, c'est une équipe qui en a pris 3 ou 4 plusieurs fois, donc je comprends qu'ils aient peur. Hein. Mais voilà, et je pense que c'est un peu quand même justement au coach qui a un plan sur le long terme de rester vraiment droit dans ses bottes, et même s'il a le droit d'avoir des doutes, hein, c'est normal, hein, mais de ne pas trop le montrer. Et je pense qu'à certains moments, c'est peut-être un peu Bien trop sûr, bien vu sûr. qu'il pensait que les joueurs étaient beaucoup trop tous nuls pour l'emmener où Mhm. il voulait. Quoi. Mhm. Bien sûr. Donc voilà. On va passer à la saison prochaine. Pas vraiment à la saison prochaine, mais sur le mercato. Cunha, c'est fait. On parle avec grande insistance de Mbemo. Euh, Toi, il a recruté Dorgu aussi. Je pense qu'il est assez clair qu'il cherche du physique déjà, parce que Dorgu, Mbemo et Cunha, c'est pas les joueurs les plus fragiles d'Europe. Euh, Toi, comment tu vois ça, sans forcément donner des noms, tout ça, mais tu vois, par exemple, ben, Mbemo, Cunha, ça fait 2 joueurs qui sont au même poste, pas forcément le poste où il y a le plus besoin. Là, la priorité serait peut-être plus un 9, par exemple, mais il va aller recruter 2 joueurs derrière l'attaquant, quoi. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu as une idée de ce qu'il veut faire avec le recrutement qu'on parle et de ce qu'il va chercher à faire aussi après sur le mercato? Moi, je pense que, voilà, encore une fois, je suis pas vraiment étonné que ces premières recrues soient des joueurs de demi-espace, des attaquants. Parce que Ouais. c'est un peu ce qu'il a fait aussi avec le Sporting. Je me rappelle que quand il arrive, il fait venir directement Pedro Gonçalves pour le faire jouer un peu derrière l'attaquant. Et aussi, après, quelques mois plus tard, il fait venir Trincão. Et au final, c'est ces 2 joueurs-là qui vont bouleverser l'équipe, en fait. Parce que, en fait, je pense que dans son modèle de jeu, c'est un entraîneur quand même qui recherche beaucoup les joueurs entre les lignes. Et je pense qu'il a besoin d'avoir des joueurs qui soient top 10 à ce niveau-là, de joueurs entre les lignes, capables de se retourner rapidement, capables de faire la différence dans le dernier tiers, capables justement de faire changer un match par leur qualité technique, par leur qualité athlétique. Donc le fait de faire venir ces 2 joueurs-là, qui lui correspondent totalement, pour moi, c'est quelque chose qui est très, comment dire, très pertinent. Autre chose, pour lui, je pense que sa deuxième priorité, ça sera surtout aussi une défense rapide. C'est un entraîneur qui aime bien jouer avec un bloc, avec une ligne défensive assez haute. Et ça, c'est pour ça qu'il faut aussi des joueurs rapides. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait au Sporting, encore une fois, quand il fait venir Saint-Just, Diomandé, etc. C'est des joueurs-là qui, voilà, c'est vraiment pour moi, vraiment, c'est la colonne vertébrale un peu, c'est la chose la plus importante pour lui. Vraiment, les joueurs entre les lignes et les défenseurs, c'est quelque chose sur lequel il mise beaucoup. L'avancement, c'est plus sur une deuxième partie, parce que je pense quand même qu'il a confiance. Enfin, je dirais pas qu'il a confiance, mais je pense qu'il trouve que Højlund est quelqu'un de très, comment dire, qu'il a un profil en tout cas qu'il aime bien. C'est un joueur qui est combatif, qui prend la profondeur, qui compte pas ses appels, etc. Donc voilà, je pense que
qu'il y a encore beaucoup de choses à refaire au niveau de l'effectif. Encore une fois, je pense pas que tout pourra être fait en un été, à mon avis. Sans Ligue des Champions, en plus, ça va être compliqué. Mais je pense que voilà, qu'en tout cas, ces cibles sont pertinentes et en plus, voilà, c'est des joueurs du championnat qui connaissent bien la première ligue. Encore une fois, ça pour moi, c'est important parce que, encore une fois, c'est ce qu'il a fait aussi au Sporting quand il fait venir Pedro Gonçalves, quand il fait venir Ugarte, Matteo Reis, Marcus Edwards. Bah, voilà, c'est des joueurs qui connaissent le championnat, donc c'est plus facile pour s'adapter. Ils connaissent un peu l'intensité de la première ligue. Et voilà, donc aujourd'hui, même si Amorim a du temps, il n'a pas forcément non plus, il n'a pas un crédit illimité. Il faudra que l'année prochaine, début de saison, ça commence à gagner, quoi, parce que donc voilà, c'est pour ça que prendre des joueurs de première ligue qui connaissent le championnat, ça va lui permettre aussi de gagner du temps. Maintenant, voilà, pour moi, il y a encore beaucoup de manques dans l'effectif. Tu l'as dit, un attaquant de premier plan, peut-être un milieu de terrain supplémentaire. Pour moi, les pistons, ils te font encore un piston droit parce que Dalot, je l'aime bien, mais c'est pas suffisant. Et voilà, après, bon, voilà, ça se fera par petites touches. De mercato à mercato, l'effectif s'améliorera. C'est pour ça que, voilà, c'est simple, hein, Ruben Amorim a mis 3-4 ans avant d'avoir vraiment le Sporting à son image. Vraiment un Sporting monstrueux dans le jeu. Parce que vraiment, il avait construit son effectif sur 3 ans. Et au bout de 3-4 ans, bon, voilà, il avait à chaque poste, il avait totalement les profils dont il avait besoin et dont il avait imaginé. Donc voilà, je pense que voilà, petit à petit, Manchester fera des mercatos cohérents avec les besoins de Ruben Amorim, parce que comme tu l'as dit, il a les pleins pouvoirs, donc c'est lui qui demandera à avoir ce genre de profil, avec justement après il fera le recrutement avec son directeur sportif, etc. Mais voilà, ce sera en Avec qui il s'entend super bien. avec qui s'entend Berrada et Wilcox, ils ont l'air primordial, hein. d'être à fond. En fait. C'est un primordial, il faut vraiment que l'entraîneur s'entende très bien avec son directeur sportif, sinon ça ne peut pas marcher. Donc voilà, en tout cas, les cibles me paraissent cohérentes et c'est une bonne idée pour son modèle de jeu en tout cas. D'accord, ok. Petit moment prédiction. Tu vois Manchester United comment soit Mourim l'année prochaine. Tu penses que les supporters peuvent viser raisonnablement quoi puisque bah, du coup, vu qu'Amorim y est, et aussi puisque tu aimes le foot, tu as regardé Manchester. Enfin, peut-être que tu n'aimes pas assez le foot, justement, si tu as regardé Manchester. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tu as regardé pas mal Manchester United. Euh, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? À quoi est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre la saison prochaine? Tu l'as dit, le titre, ça risque d'être très compliqué. À part si toutes les planètes s'alignent, que Højlund devient un attaquant à 40 buts, que Even se trouve être le crack qu'on pense être, mais très très précocement. Enfin voilà, je veux dire, il faudrait vraiment que 5 ou 6 joueurs deviennent des top, top mondiaux, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Déjà, si on en a un ou deux qui deviennent très très bons, ce sera parfait. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que toi tu vois un peu? Alors, bah, déjà, tout dépendra aussi du mercato. Je pense que le mercato que vous allez avoir va être déterminant par rapport ensuite à vos objectifs de l'année prochaine. Maintenant, moi, voilà, je suis un éternel optimiste, hein, alors parfois un peu trop, mais voilà, pour moi, voilà, je suis optimiste pour vous. Alors, encore une fois, ça me paraît quand même assez prématuré. Après, je peux pas dire que Manchester doit jouer le top 7. Enfin, pour moi, Manchester, c'est un immense club. Pour moi, c'est le deuxième plus grand club du monde derrière le Real. Donc, moi, j'ai grandi avec Manchester de Ferguson, de Ronaldo, etc. Donc, pour moi, dire jouer le top 7, ça me paraît. Ça me fait du mal de dire ça. Maintenant, voilà, je pense que Manchester aura les qualités, je pense, pour au moins jouer le top 5, top 6, au moins jouer l'Europa League l'année prochaine. Alors, je sais que c'est dur à entendre. Je sais que n'importe quel supporter de Manchester veut jouer avec des champions, ce qui est logique, parce que ce club doit être en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, on ne peut pas passer de la 15e place à jouer le top 3. C'est possible, encore une fois, tout dépendra du mercato et de ce qui va être fait cet été. Mais voilà, pour moi, voilà, dire que ça jouera avec des champions, c'est pour moi, quand on passe de la 15e place, dire qu'on va jouer le top 3, c'est compliqué. Mais voilà, un top 5, top 6, jouer avec la Ligue Europa, même si c'est dur à entendre, mais il faut aller petit à petit. Après, voilà, c'est possible sur un mercato bien préparé, tout se déclenche bien, les planètes s'alignent, tu peux jouer avec des champions, tu peux jouer un top 3, top 4. Mais je pense qu'en tout cas, je pense, je peux me tromper, que Manchester jouera le haut du tableau, donc ouais, le top 5, top 6 l'année prochaine. Ok. Bon, on a vu cette saison, jouer le top 5, top 6, c'est jouer le top 4 au final. Hein.
Après, le problème, c'est quoi? Que quand tu regardes bien, Manchester City, ils ne feront pas la même saison, à mon avis. Ils sont en train de préparer comme un bon mercato. Mmh. Liverpool, ils vont encore s'améliorer. Arsenal, ça reste dans leur continuité. Donc, déjà, tu as un top 3 qui est quand même bien établi. Ouais. Chelsea, bon, tout dépend aussi un peu comment Maresca va réussir à se remettre sur le droit chemin. Tu as Newcastle qui sont encore là. Enfin, vraiment, tu as beaucoup de concurrence. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de donner Mmh. un ordre de place parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes équipes en Première Ligue. Mais je pense que ouais, Manchester n'a rien à envier à un Newcastle, à un Aston Villa l'année prochaine, par exemple. Donc, Oui. on doit lutter avec ça l'année prochaine, tu vois. Ou un Nottingham Forest aussi, Un même Nottingham s'ils ont, Forest. C'est ça. s'ils ont lâché en fin de saison. C'est ça, c'est Ils ça. ont joué le top 4 jusqu'à peut-être 3-4 Ouais, journées de la fin. Donc. en fait, au-delà de jouer de finir la saison 3e, 4e, 5e, pour moi, Mmh. l'année prochaine, le plus important, c'est de lutter jusqu'à la dernière journée sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions, tu Mmh. vois. Moi, si tu finis 5e et que tu chutes voilà, à la 36e journée, bah, tu as un coup de moins bien. Bon, ce sera chiant, mais au moins, tu auras lutté jusqu'à la fin Mmh. pour les places européennes et pour la Ligue des Champions. Et c'est ça, pour moi, le plus important. C'est surtout là, sur une première année, parce que c'est vraiment pour moi la première année de Ruben Amorim. Bah, tu dois jouer les hauts tableaux. Tu peux pas refaire une saison comme ça. Si tu refais une saison Mmh. comme ça, c'est que bon, là, il faudra dire au revoir, merci pour tout. Mais l'année prochaine, tu dois lutter. Après que tu finisses 5e, 6e, bon, tu auras fait mieux que la saison dernière, donc c'est une progression. Mais tu dois lutter jusqu'à la fin. Si tu luttes pas jusqu'à la fin, pour moi, ça sera une déception quand même. Ouais, moi, j'attends quand même déjà du jeu. C'est vraiment par là, pour moi, où dans un coach qui a vocation à bâtir va montrer si oui ou non sur le long terme on doit attendre quelque chose. Alors 13e avec du jeu, ça m'embêterait, mais j'ai quand même envie de voir quelque chose dans le jeu. J'en doute quand même très moyennement de ça. Je pense qu'il va construire son équipe et que ça va quand même ressembler à quelque chose. Euh, comme tu dis, je suis très d'accord avec toi, c'est que moi, si on est 6e constamment à 15 places du 5e, je vais quand même un peu faire la tête, tu vois. C'est ça, c'est ça. Si on est 6e alors qu'on a lâché à 3 journées de la fin, ou au contraire, Mmh. qu'on a perdu du temps sur les 2 premiers mois à tâtonner un petit peu et qu'au final, on a réussi à rattraper un gros retard qu'on s'était créé, je vais aussi être satisfait. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça va être circonstanciel, tu vois. Pareil, 6e, mais on se fait taper par tous les gros 3 ou 4-0 comme on a combiné avec Ten Hag. Ouais, ouais. Bah, ça va commencer à être relou, quoi. Après, en termes de jeu, je ne peux pas promettre un jeu flamboyant parce qu'encore une fois, je me base aussi sur ce qu'il a fait au Sporting. Sa première année, alors quand il arrive en janvier 2020, c'est catastrophique, hein, de janvier 2020 jusqu'à juillet, c'était pas bon dans le jeu du tout. Et sur sa première année, bah, il perd le premier match contre l'ASK, je crois, en Europa League, donc il se qualifie même pas pour l'Europa League. Les 3 premiers mois sont compliqués. Après, ça va un peu mieux, mais ils finissent champions, mais c'est pas le plus beau des champions qu'on a vu au Portugal, hein. C'est beaucoup de buts à la dernière minute avec un Coates qui marque je sais pas combien de buts sur coup de pied arrêté à la dernière minute de jeu. Enfin, ça a été à l'arrache vraiment ce titre de champion. Ça a pas été un Sporting flamboyant, contrairement à cette année ou l'année dernière quand il termine champion aussi. Donc l'année prochaine, je m'attends pas non plus à un Manchester hyper flamboyant, très très beau à voir dans le jeu. Je pense que ce sera plus pragmatique pour le coup. Je pense que bon voilà, les bases seront établies. Je pense qu'il va vraiment il va vouloir mettre en place vraiment une solidité au niveau de l'aspect défensif. Dans le jeu, pour moi, ce sera pas quelque chose d'exceptionnel, je peux me tromper encore une fois. Ce sera plus sur l'année 3, l'année 4. Mais je pense que voilà, en tout cas, en termes de cohérence et de compétitivité, je pense que Manchester sera présent l'année prochaine en tout cas. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on a été pas trop mal complet sur notre ami Ruben Amorim, sur son bilan. Euh, Merci à tous de nous avoir regardés. Un grand merci à toi, Alexandre. C'était encore une Merci à fois toi. très instructif. Euh, et donc, quand tu veux, hein, tu reviendras si on a Avec besoin de plaisir. parler d'Amorim ou d'un autre Portugais, hein. Il y en a en plus dans l'effectif. Donc voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bah, je pense qu'il y a un mec aussi chauve et barbu que moi qu'il va falloir qu'on présente au bout d'un moment, vu comment c'est en train d'aller. Mais on verra. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir regardés. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.